Bonjour tout le monde. Je pense que vous m'entendez. On va patienter encore une minute avant de commencer parce qu'il y a des individus qui se connectent. Donc on va commencer d'ici une minute. Bien, je pense qu'on va donc commencer puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicole Cork. Je suis responsable des activités. Bien le bonjour et merci d'avoir je sais être immatriculé sur ce webinaire. Est-ce que le Covid-19 va dérailler le progrès vers les objectifs de développement durable? Cela a été rendu possible suite à une subvention par le IDRC et le CRDI. Si vous voulez plutôt écouter en français, on vous invite à changer de langue en bas de l'écran. Cela va durer environ 60 minutes, mais cela va être enregistré dans les deux langues et va être téléchargé après ce webinaire. Si vous avez des soucis techniques pendant ce webinaire, vous pouvez contacter le soutien technique en cliquant sur le point d'interrogation en bas à gauche de l'écran. Si vous utilisez l'appli, il suffit de cliquer sur le menu. Tout le monde en ligne est en mode silent, mis à part les orateurs. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir vos micros, donc utilisez le chat si vous avez des questions pendant le webinaire. Les commentaires dans le chat peuvent être traduits en glissant votre curseur dessus et on vous invite donc à soumettre vos questions, vos commentaires dans la langue qui vous convient. Ensuite, on va envoyer une enquête après ce webinaire et on va vous inviter à compléter cette questionnaire parce que cela va être utile en termes de nos webinaires d'avenir multilangues. Ensuite, je vais passer la parole donc à Darren McIntyre qui va présenter notre orateur. Bonjour pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est le matin. Pour d'autres, c'est le soir. Je voudrais dire bien le bonjour à tout le monde. Surtout, je voudrais remercier le IDRC, pardon, le CRDA qui nous a permis de recevoir une subvention pour avoir ce webinaire multilingue avec une traduction simultanée. La seule chose que j'ai à faire, je vais revenir plus tard, je vais prendre note de vos questions afin de poser les questions à Sue à la fin de ce webinaire, mais rapidement, je voulais présenter Sue Horton, qui est président de recherche à l'université et professeur des molécules de santé dans l'école de santé publique et système de santé à l'université de Waterloo au Canada. Elle a différents diplômes, des doctorats en économie depuis l'université de Harvard et nous sommes ravis qu'elle soit avec nous parce qu'elle a travaillé beaucoup sur les priorisations de nutrition et le coût de nutrition pendant les OMD et travaille maintenant sur les maladies non communicables, surtout le cancer. Et elle a écrit sur des questions afférentes et en ligne avec les ODD, avec le financement et les questions de gouvernance globale. Elle est vice-présidente de commission Lancet qui compte faire un rapport au courant 2021. Donc merci Sue d'avoir de présenter ce webinaire et j'ai hâte d'entendre vos informations. C'est à vous, Sue. Bonjour tout le monde. Je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui nous rejoignent d'un peu partout dans le monde, donc c'est très bien.
Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les envoyer par le chat et on va répondre suite à ma présentation qui va durer 25 minutes. Donc, très bien. Au début, je dois dire que je ne vais pas faire une présentation technique. Il n'y aura pas d'économétrique ou modèle théorique. Mais j'espère que notre discussion va être stimulée par cette présentation. Donc, ce que je prévois de faire, c'est de commencer par une demi-douzaine de diapos sur les ODD, pardon, les OMD, la manière dont cela ont été financés et ont abouti avant de parler du processus des objectifs de développement durable. Je vais parler de la raison pour laquelle les ODD sont beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus difficiles à financer et aussi évaluer si on peut vraiment changer depuis les milliards vers les trillions. Comme l'ancien président de la Banque mondiale avait décrit cette question. Donc, comme souvenez-vous, il y avait 8 OMD avec 29 objectifs et sur ces 8, la moitié est en lien avec la santé et la nutrition. Donc cela était une partie importante de ces OMD. Ce sont des choses plutôt faciles à suivre que des sujets dans les objectifs de développement durable. La manière dont ces objectifs ont été définis, il y avait une période de difficultés sociales, des soucis en lien avec les difficultés dans les pays les plus pauvres suite aux années 90, cette décennie perdue de développement et la charge de dette dans ces pays qui ont limité leur croissance. Donc dans les années 90, il y a eu des manifestations au niveau des G7 ou G20 pour dire que quelque chose doit être fait. Et cette année millénaire a été choisie comme point de focus parce qu'il y avait l'idée que lors de cette millénaire, les dettes auraient été pardonnées. Comme vous le savez, cela n'était pas le cas. Mais définir les objectifs de millénaire pour le développement, c'est une manière de procurer un financement pour améliorer les choses pour les pays à revenus faibles parce que les OMD étaient axés sur ces pays-là. Donc, ils ont été annoncés à l'an 2000 à l'ONU, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur même le niveau de base où on se situe actuellement en termes de ces objectifs, mais aussi il y avait peu de considérations sur la manière dont ces objectifs allaient être financés. Donc il y a eu beaucoup d'activités tout d'un coup pendant les premières années pour déterminer ce qui allait être fait avant 2015. Alors, 1999 était défini comme notre année de base parce que lors de l'an 2000, on ne savait pas de quel niveau on allait partir. Donc, comme vous le savez, parmi les objectifs certains objectifs étaient atteints et l'autre non. Parmi ceux notables était de réduire le niveau de pauvreté, mais aussi diviser de moitié ceux qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Cela a été réussi avant le temps. Et l'éducation était une réussite aussi, mais il n'y avait que moitié. Parmi les autres objectifs, parmi les objectifs de santé, il y avait des objectifs très ambitieux, limiter la mortalité infantile de 2/3. Ça, c'était très aspirationnel comme objectif. On ne l'a pas atteinte, mais on l'a réduite de moitié. La même chose pour la santé maternelle a été améliorée de manière importante, mais pas du niveau défini dans les objectifs. Et les objectifs étaient plus flous et difficiles à atteindre parfois aussi. Par exemple, les actions sur l'environnement, il est plus difficile de définir des quantités là-dessus que sur les taux de décès, de mortalité. Donc, lorsque je parle de cette question avec mes étudiants, je dis souvent que lorsque vous définissez les objectifs, il faut définir les objectifs larges. Lorsque vous mettez au régime, vous dites, je ne veux pas perdre
500 grammes. Vous faites des objectifs à long terme pour changer votre comportement et pour y faire un progrès important. Et c'est la même chose pour les objectifs de développement. Les objectifs étaient parfois plus chers à réussir. Il est moins cher de produire un eau potable que d'améliorer le système sanitaire. Donc c'est pour cette raison que l'eau potable était réussie et qu'il était plus difficile d'atteindre les objectifs au niveau de sanitaire. En parlant de financement, le secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, et jusqu'à 2007, donc il avait un rôle clé à jouer dans le processus. Il se passe qu'il il avait des liens proches avec Jeff Sachs en Colombie. C'était lui qui avait été appelé par le secrétaire général pour essayer de faire une estimation du coût d'atteindre les objectifs de millénaire pour le développement. Et ces coûts ont été définis comme ambitieux, des milliards de dollars, mais considérés comme faisables si le soutien du développement allait augmenter en termes réels. Je suis certain que vous souvenez-vous que 0,7% des buts PIB que les pays bailleurs de fonds sont censés atteindre. La plupart des pays ne font pas cela, mais au niveau de ces objectifs de millénaire, il y avait des objectifs d'augmenter le niveau d'aide. 5 pays ont abouti à atteindre cet objectif de 0,5%, surtout les pays nordiques, mais aussi, un peu étonnant, le Royaume aussi a fait beaucoup d'efforts aussi. Autre chose en ligne avec le processus des objectifs du millénaire pour le développement était un changement d'idée. Des organisations ont été mises en place, parfois pour travailler la main dans la main avec les agences de l'ONU, mais dans d'autres cas, l'objectif était d'appliquer des idées venues du secteur privé vers ces objectifs. Donc, la Fondation Gates était aussi facteur important, a été mis en place en l'an 2000 et ces différentes organisations, Gavi, l'Alliance des vaccins a été établie en 2000, l'Alliance pour une nutrition améliorée et le Fonds global ont été mis en place en 2002 et United a été mis en place en 2006 avec un focus axé plus sur les résultats avec un financement innovateur aussi. Vous avez peut-être entendu parler de Project Red ou Comic Relief. C'est un moyen d'accéder aux fonds de manière nouvelle à travers les individus plutôt que de passer par les gouvernements. Donc, qu'est-ce qui est différent en termes des objectifs de développement durable? Ceux-là ont été établis avec une planification beaucoup plus avancée que les OMD au sommet Rio Plus 20. L'idée a été proposée ensuite un processus sur 2 ans avec beaucoup de consultations. Et comme vous pouvez imaginer, cela vient du bas en haut avec beaucoup plus d'inclusion et le résultat à la fin, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'objectifs avec beaucoup d'autres priorités que dans le processus qui avait défini les OMD. Autre différence, c'était que les objectifs de développement durable sont pour le monde. Ils s'appliquent à tous les pays. L'objectif santé s'applique aussi aux pays riches à faire plus pour ceux qui sont marginalisés dans leur propre pays. Et Ban Ki-moon avait défini cette phrase de ne laisser personne de côté. Donc l'inégalité était une question importante et a été une question très importante depuis. Donc il y avait 17 objectifs pour le développement durable avec 169 objectifs, je pense. Donc une liste énorme. Je ne sais pas si vous définissez des résolutions du 1er janvier, mais vous n'allez pas définir 17 avec 169 objectifs. Pour un économiste, il est
logique de définir les priorités, mais le processus de développement de ces objectifs ont été très ambitieux. Donc, par exemple, je vais vous montrer 2 diapos sur l'objectif 16, très important comme objectif. Mais si vous lisez cet objectif, vous voyez que c'est une chose très ambitieuse, difficile à mesurer. Et il y avait même des préoccupations des pays les plus pauvres que leurs agences statistiques n'avaient pas la capacité de mesurer ces objectifs, les réussites de ces différents objectifs. Donc voilà, ça va loin de cet objectif de réduire la mortalité maternelle. Le financement était beaucoup plus ambitieux aussi. Donc l'Assemblée des ONU avait estimé 6 trillions par an pendant 15 ans par rapport aux milliards qui avaient été considérés pour les OMD. Pour mettre cela dans le contexte, 6 trillions, c'est 10 fois le stock des 5 banques les plus importantes de développement et 7% du PIB global. Dans les diapos qui suivent, je vais parler des méthodes de financement innovateurs qui ont été considérées pour financer ces objectifs. Donc, tout d'abord, une philanthropie privée. On a déjà parlé de Fondation Gates. Gates a eu un impact plus large sur ce concept de don de financement mixte où il y a un financement entre le secteur public et privé. Ouais, ensuite, quelque chose qui s'appelle l'investissement de l'impact. Sur ce diapo, vous voyez 3 des 5 foyers les plus riches dans l'Amérique du Nord. En fait, je pense des États-Unis. Donc, au centre, vous avez Bill et Melinda Gates. À gauche, vous avez Mark Zuckerberg et Crystal Chan. Mark est fondateur de Facebook. Et Warren Buffett à droite. Donc, je n'ai pas inclus des images de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, ni de Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche au monde. Donc, Bill Gates lui-même avait défini l'objectif avec Melinda de donner la moitié de leur fortune à d'institutions caritatives au fur et à mesure de leur vie. Il avait aussi fondé ce Giving Pledge où il a essayé de convaincre aux collègues des individus riches, aussi riches, de donner des fonds et faire cette même contribution à la moitié de leur fortune. Donc, parmi les 5 personnes les plus riches aux États-Unis, ils ont tous dit qu'ils allaient faire ça. Donc, Zuckerberg a son initiative, son Chan et Zuckerberg initiative. Les enfants de Warren Buffett ont leur fondation et ils donnent une proportion importante de sa richesse à travers la fondation Gates. Larry Ellison à une fondation. La chose intéressante, c'est Jeff Bezos qui n'a pas de fondation. Ce qui est intéressant, c'est que sa mère et beau-père ont investi $250 000 au début de son activité en ligne. Ils ont maintenant une fondation de $30 millions sur les fonds acquis. Et sa femme, son ancienne femme, a une fondation aussi, mais Jeff Bezos n'a pas contribué à ces fondations jusqu'ici. Mais il ne s'agit pas des plus riches qui donnent de l'argent pour le bien-être social, mais c'est plus large comme pratique maintenant. Donc, Charity Navigator, une organisation qui s'appelle Charity Navigator, mais aussi partie d'un groupe d'organisations qui aide à donner des informations bien informées de là où votre argent peut faire le plus de bien. Donc, ils évaluent les organisations caritatives et essaient de suggérer ceux qui réussissent le mieux. Donc, il y a une tendance là. GiveWell, cette organisation, c'est un groupe d'amis du secteur financier qui voulait apporter plus de valeur aux donations et à la fin, 2 d'entre ces personnes ont quitté leur emploi pour passer
100% de leur temps à rechercher une meilleure valeur, la meilleure valeur au niveau des investissements. Giving What We Can, c'est une organisation établie par Tony Hord à Oxford pour encourager les gens à donner un dixième de leurs revenus au fur et à mesure de leur vie. C'est similaire à ce qu'ils appellent Zakat dans les religions musulmanes. Donc, cette philanthropie, c'est une possibilité. Le financement mixte, c'est là où les gouvernements encouragent leur contribution pour en tirer le maximum, pour attirer le financement privé. Donc, le gouvernement prend un niveau de risque pour encourager le secteur privé à investir dans les projets dans les pays à faible revenu. Parce qu'avec les taux d'intérêt, dans ces pays-là, c'est là où les retours d'investissement sont les plus élevés si le risque peut être affecté au gouvernement. Donc cette convergence est basée à Toronto où j'habite et c'est le réseau global pour cet effort. Et voilà des agences, des gouvernements qui travaillent dans le financement mixte. Ce n'est pas une chose nouvelle. CDC s'appelait auparavant le développement colonial et a été établi au Royaume-Uni en 1946. Et d'autres organisations sont l'organisation aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Et aussi Banque mondiale qui utilise ce concept pour attirer les fonds privés aussi. Comme vous pouvez s'y attendre, cette pandémie Covid a déclenché le financement d'urgence de pandémie de 500 millions, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux besoins avec cette pandémie du Covid. Mais c'était une idée importante. Autre chose dont vous avez peut-être entendu, c'est ces obligations d'impact social. Ces diapos de l'Institut Brookings parlent des obligations de l'impact au niveau des secteurs sociaux avec un investissement des secteurs privés dans ces secteurs. Ensuite, il y a des informations sur le développement de ces obligations, les CIBS et les DIBS, comme ils sont connus. Et bien sûr, ceux-là ont fait des choses très importantes, surtout par exemple au Cameroun, ils ont aidé à financer un hôpital oculaire pour les cataractes et ainsi de suite. Au Cameroun, ils ont utilisé pour cette initiative Kangaroo, Mère Kangaroo, pour essayer d'aider les nouveau-nés prématurés en les portant dans la poche au niveau des parents pour améliorer leur santé. Donc, des idées très innovatrices. Donc, cela prend un moment à développer. Comme vous voyez, à partir de ce diapo, ce n'est pas énorme en termes de montant total de financement. Les obligations sont moins de 500 000 et si vous voulez parler de trillions, cela aide, mais il faut beaucoup de 500 000 pour aboutir à ces résultats. Le financement des investissements dans l'impact, c'est là où vous faites des investissements de triple résultat finalement, seulement au niveau de ses avantages, mais aussi les avantages sociaux et environnementaux aussi. Cela peut s'appliquer aux individus des fonds de retraite. Ce concept commencé dans les années 90, le Heron Foundation était le premier à dire qu'ils allaient faire cela et ensuite le Ford Foundation a suivi. Et ce qu'ils ont fait là, c'est de dire qu'on ne veut pas faire uniquement des investissements au niveau des intérêts dans nos fonds, dans des activités à valeur sociale. On veut être engagé à 100% à investir le tout là-dedans. Donc cette tendance a été suivie par des individus aussi, les riches. Donc GIN, c'est le réseau
pacte global d'investissement. Ils travaillent pour coopérer là-dessus. Le livre à gauche, c'est le programme environnemental des Nations Unies avec des principes de l'investissement, des impacts. C'est cette question environnementale qui est leader dans cette idée de triple résultat. Ensuite, les fonds retraite ont suivi cela aussi. Donc, ces fonds, PGGM, c'est le deuxième fonds retraite aux Pays-Bas. CalPERS, Californie. Fonds retraite Californie pour le secteur public. Et CBUS en Australie, c'est le fonds de superannuation pour le bâtiment. Ontario Teachers, c'est au Canada où j'habite. Et il y a 12 fonds qui ont dit qu'ils allaient investir dans des questions en lien avec les objectifs de développement durable. Cela peut vraiment faire une différence. Les fonds qui se sont engagés à investir en ligne avec des ODD en 6 trillions d'actifs, cela peut faire une différence. Donc, la dernière partie de cette présentation va parler des ODD et si oui ou non le Covid va dérailler le processus. Comme toujours, il y a moitié bien, moitié mauvais. Donc la mauvaise nouvelle pour commencer, cette pandémie a été désastreuse pour le financement potentiel pour les objectifs de développement durable parce que la plupart des pays ont des difficultés à essayer d'améliorer les impacts les plus sévères sur leur population, surtout parmi les plus pauvres. Donc les fonds reçus ont baissé parce que les travailleurs marginalisés dans les travails à revenus élevés ont perdu leur emploi, donc ne peuvent plus envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Les investissements privés en Afrique ont été limités aussi. 85 pays sont allés vers le FMI juste pour chercher un soutien jusqu'au mi-avril. C'est plus depuis. Gallagher à Boston, avec des collègues, ils ont dit que le besoin pour les marchés émergents et les économies en voie de développement, c'était de 2,5 trillions, ce qui est vraiment au-delà des fonds fournis par le FMI et les banques régionales. Et comme vous le savez, il ne s'agit pas uniquement d'un processus économique, mais aussi d'engagement et de leadership. Les OMD ont réussi en part parce qu'il y avait un bon niveau de direction du côté de Kofi Annan avec ses liens avec les économistes pour procurer le financement et une philanthropie aussi. Mais nous ne sommes pas à la même époque. Certaines ont dit que c'est le moment sous aise des États-Unis. C'est le moment où ils ont réalisé au Royaume-Uni que le Royaume-Uni était en voie de baisser et c'était un désastre au niveau du Royaume-Uni. Donc on a des soucis maintenant aux États-Unis et entre les États-Unis, Chine et les difficultés de ce qui va pas se passer avec les organisations multilatérales. Les États-Unis ont retiré leur soutien aux organisations comme l'OMS et cela aura son impact. Et bien que d'autres pays comblent la différence, il y a une vide. Donc il y a beaucoup de menaces sur les ODD en ce moment. D'un point de vue positif, si on pourrait faire des progrès vers les ODD, cela va nous aider dans des pandémies à l'avenir. Si on a une couverture universelle au niveau de la santé, cela fera en sorte que ce soit plus facile de se faire tester ou avoir un accès au traitement sans une toxicité financière au niveau de ces individus. J'ai donné d'autres exemples ici
sur la manière dont les ODD devraient devenir encore plus pertinents que toujours pour ceux qui plaidoient, qui disent qu'on devrait manger moins de viande. Donc, ce qui se passe au niveau des sites de préparation de viande, cela devrait signaler l'alarme. Donc, je pense qu'il y a deux avenirs possibles. Tout d'abord, une déglobalisation avec une retraite vers les murs tarifaires de chaque pays, comme on a vu au siècle dernier, avec cette vide au centre où nous n'avons pas d'organisation multilatérale pour encourager les pays à travailler les uns avec les autres, ou peut-être les ODD font partie du puzzle qui vont nous aider à dépasser ce moment difficile. Bien sûr, les objectifs vont être retardés. J'ai un collègue qui travaille au niveau de la tuberculose et lui, il prévoit 5 années de retard au niveau de ses objectifs, parce que Covid a limité l'accès aux vaccins dans les pays à revenus modérés et faibles. Les centres de santé sont utilisés moins parce qu'ils ont peur et cela limite. Mais en revanche, on peut peut-être l'accepter, considérer la manière de définir les objectifs et la manière de continuer. Cette dernière diapo montre les sources des tableaux que j'ai utilisés dans les diapos, mais aussi ce chapitre que j'ai écrit avec plus de détails sur le financement. Ok, je vais essayer de faire marche arrière maintenant vers ce diapo et je vais voir si vous avez des commentaires et des questions. Je vous en remercie. Ok, je repasse la parole à Dai maintenant qui va diriger cette discussion. Très bien, merci Sue. Cela a été très intéressant. Et je pense que vous avez les mêmes problèmes que nous tous. Prédire l'avenir n'est pas facile. On n'a eu que quelques questions. Les questions commencent à arriver maintenant. Et Sue, il est plus facile pour vous de lire les questions et répondre, donc allez-y. Mais la première question c'était en termes de l'économie politique. Et qu'est-ce qui va être l'impact sur les ODD de ces relations politiques en détérioration entre les pays puissants au niveau économique? Et je pense là qu'une question clé sera la situation entre les États-Unis et Chine, qui pourrait avoir un impact important sur la poursuite des objectifs de développement durable et pour le financement aussi. Donc, si vous pouvez parler un peu à propos de cette question en lien avec les relations politiques entre les pays puissants au niveau économique, ce serait bien. Je repasse la parole à Sue. Bien, ok, c'est une question énorme, ce n'est pas une question qu'un économiste peut bien répondre, mais ça sera un facteur clé. Et ce qui se passe aux États-Unis lors de leurs élections du mois de novembre aura des conséquences pour le reste du monde. Pendant les objectifs de développement durable, de millénaire pour le développement, il était important d'avoir une collaboration internationale. À chaque réunion G7 ou G20, les OMD étaient cités et les pays étaient forcés à s'engager un financement pour aider les différents objectifs. Moi, je suis au Canada et Stephen Hawking, lorsqu'il a présidé une réunion du G7 au Canada, il a encouragé les différentes personnes à faire des dons à l'initiative Chaque femme, chaque enfant
en lien avec les OMD sur la santé des enfants. De la même chose, d'autres leaders, lorsqu'ils ont présidé ces sommets, ils allaient souligner un objectif qui les intéressait tout particulièrement pour faire en sorte que des pays fassent des dons. Il y avait beaucoup plus de coopération à ce moment-là. Actuellement, on prévoit qu'il y aura des questions pour tenir le G7. Les États-Unis essaient de présider cela en face à face, puisqu'ils président ça actuellement. Et on a vu lors des réunions précédentes, on a vu le langage corporel montrer une préoccupation. Bien sûr, Chine est en train de monter. Ils ont été sous-appréciés. Ils ont essayé de faire en sorte que leur devise fasse partie des devises de FMI et on reconnaît qu'ils sont en train ils sont en train de monter, ils sont en train de bouger beaucoup pour augmenter leur pouvoir en même temps que les États-Unis sont en train de réduire leur puissance douce. J'ai lu que la Chine est en train de développer différents vaccins Covid qui vont fournir aux pays en voie de développement, bien que les États-Unis disent les États-Unis d'abord, seuls les États-Unis avec leur propre vaccin. Donc on voit aux infos que les États-Unis ont essayé de racheter les droits aux vaccins développés par d'autres pays aussi. Donc je pense que la question de Sumita Danik Saha a posé une question très importante. Je vais repasser la parole à Dai maintenant pour une autre question. Très bien. Il y a quelques autres questions qu'on voit maintenant. Et parmi ces questions, il y a une question sur cette question de ce nationalisme en croissance dont vous venez de parler. Il me paraît que cela résonne. Vous avez parlé de cette question tout à l'heure sur cette moitié bon, moitié mauvaise. Donc d'un côté, pendant cette pandémie, on a vu beaucoup plus de nationalisme lors du confinement et avec des commentaires comme le président Trump qui parle de l'Amérique d'abord et avec le Brexit, faire en sorte que le Royaume-Uni d'abord, qui a ensuite été exacerbé par cette pandémie Covid-19, qui pourrait ensuite avoir des impacts en termes des pays bailleurs de fonds et leur désir de financer les objectifs de développement durable. Mais en même temps, parmi les phrases que j'ai entendues utiliser souvent pendant cette pandémie de Covid, et cela a souligné notre humanité partagée, et il y a aussi ce sens que les individus ont une prise de conscience du fait qu'on est une humanité partagée et le Covid concerne tout le monde et tous les pays. Et cela pourrait encourager surtout les individus. Vous avez parlé du fait qu'il y a l'importance dans le financement des ODD que cela ne soit pas aussi axé sur la gouvernance, mais aussi une partie de philanthropie privée. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à donner là-dessus, mais ce serait peut-être le cas de parler de verre à moitié plein, de verre à moitié vide. Il faudrait peut-être attendre, voir où on en arrive, mais je vais vous repasser la parole sur.
Très bien, merci. Donc, vous avez fait un bon travail de présenter cette idée de verre à moitié plein. Donc, on considère des choses comme au Royaume-Uni où on applaudit les soignants toutes les semaines, une fois par semaine, pour remercier ceux et celles qui font le travail de santé de première ligne. Mais en revanche, tout le monde ne pense pas que tout le monde est impliqué. Je sais que nous, on habite à proximité des États-Unis, de l'autre côté du lac, et on voit l'inégalité qui survient suite à cette pandémie de Covid aussi. On voit que ceux qui perdent le travail, ou ceux qui travaillent dans les travaux à risque de première ligne sont les plus pauvres ou les personnes de couleur. Il y a des statistiques qui montrent que les femmes ont perdu leur emploi plus souvent. Au Singapour, c'était les migrants qui ont perdu leur emploi d'abord et cette épidémie a rebondi à cause des travailleurs migrants qui travaillaient et qui couchaient dans des dortoirs, par exemple. Donc l'inégalité était parmi les questions clés depuis l'an 2000, on a cette période importante de globalisation, de croissance économique qui n'avait pas inclus tout le monde. Il n'y avait pas cette idée de laisser personne de côté. Il y avait des personnes laissées de côté. Cela a été corrosif au niveau de cette idée qu'on soit tous impliqués et qu'on doit tous travailler ensemble. Ceux qui se sentaient marginalisés ont gardé ce sentiment. Donc il faut trouver l'équilibre ici et ces efforts de nationalisme de se retirer vers les barrières, les frontières nationales sont en lien avec ce sentiment d'inégalité. On ne peut pas dire qu'on est tous inclus parce que ceux qui n'ont pas tiré le maximum de cette prospérité ne sont pas impliqués. Merci, Dai. La question suivante que j'ai vue, si vous voulez que je réponde à cette question, c'est une question un peu intéressante de Mohamed Huck qui a posé la question sur le confinement et santé mentale. Et je pense, si cela vous convient, Dai, je vais répondre à cette question tout de suite. Là, c'est une question où nous n'avons pas suffisamment d'informations et des préoccupations pour ceux qui sont en confinement, comme ceux en Espagne, dans leurs appartements pendant 7 semaines. Ces personnes sans balcon qui n'avaient pas le droit, les enfants n'avaient pas le droit de quitter la maison. Vous pouvez imaginer beaucoup de frustration avec un niveau de violence accru aussi. Ça, c'est un sujet qui mérite d'être recherché et l'un de mes étudiants au doctorat, on a commencé un projet là-dessus déjà. Un étudiant qui est intéressé par les handicaps, surtout avec un groupe en particulier de personnes qui travaillent qui vivent avec des handicaps. Donc, on a reçu un peu de finances pour faire des entretiens en face à face avec ceux qui vivent avec des handicaps, qui ont des questions spécifiques sous le confinement. Pour beaucoup d'entre pire que pour la plupart d'entre nous s'ils ne peuvent pas recevoir leur soutien habituel. Mais en revanche, pour ceux qui sont introverts ou agoraphobiques, ce sera peut-être plus facile à vivre sous ces conditions. C'est une chose qu'on doit considérer parce que les gouvernements n'avaient pas ces informations pour déterminer leur politique en termes du confinement. C'est une bonne question. Je vais repasser la parole à Dai pour d'autres questions. Très bien. Merci beaucoup, Sue. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, mais il y a un commentaire aussi, et je vais l'exprimer. Oui, je me demande, parmi les impacts les plus importants du Covid en lien avec les ODD,
cela va traiter de cette question des inégalités. Vous avez parlé du fait que les ODD essaient de prêter une attention particulière aux inégalités, et c'était l'une des choses qui est survenue suite aux OMD, où certains objectifs ont été réussis, où on a vu beaucoup de progrès vers une réussite. Cela s'est passé dans un contexte parfois d'une augmentation au niveau des inégalités, et c'est pour cette raison que les ODD soulignent les inégalités aussi. Et comme vous avez dit, le slogan de ne laisser personne de côté. Mais il est clair que, ou il paraît que parmi les questions qui surviennent, il y a cette question que le Covid concerne différents groupes et différents individus de différentes manières. Et il paraît que cela va vers plus d'inégalités entre les différents groupes. Et voilà, on voit ces commentaires, les personnes les plus âgées qui sont plus à risque du Covid, ils vivent sûrement seuls plus souvent, ils ne pourront pas communiquer en utilisant des mails et ainsi de suite. Et vont être plutôt touchés, les femmes vont être sont des soignants plus souvent. Ça, c'est une chose que j'ai entendue aujourd'hui. Il y avait un pourcentage élevé de ceux qui ont perdu leur emploi sont des femmes. Il y a aussi des questions au niveau de race ou d'ethnicité, et il paraît, et j'espère que ce sera un sujet qui sera considéré en termes larges, que le Covid va augmenter les inégalités au sein des pays, et je pense aussi entre les pays, où les plus vulnérables deviennent encore plus vulnérables. Donc je me demande si cela sera ce qui va rester suite au Covid en lien avec les ODD, ou bien que le financement va peut-être continuer à venir, il y aura des progrès, ce sera au niveau moyen, au niveau primordial, mais les inégalités à la fin de cette période des ODD n'auront pas été réduites autant. Je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires là-dessus. Je vois qu'il y a d'autres questions qui surviennent aussi et il nous reste quelques minutes. Donc je vais repasser la parole à Sue d'abord. Oui, merci. Oui, les inégalités, c'est la question la plus importante de notre ère. Il est bien que beaucoup plus d'économistes travaillent sur cette question. Le labo de l'inégalité à Paris a fait beaucoup de travail pour documenter cette question, et le groupe d'économistes qui écrit là-dessus ont fait en sorte que cela ressorte beaucoup plus. Donc vous avez parlé des différents effets nocifs du Covid sur l'inégalité, mais je vais parler de différentes sortes de questions aussi. Pendant cette pandémie, notre capacité d'utiliser des choses comme Amazon et l'Internet ont été parmi les facteurs qui ont aidé, pour le moins ceux qui ont les moyens pour en prendre l'avantage de ces choses-là. Mais réfléchissons un peu plus là-dessus. Jeff Bezos est devenu plus riche pendant cette pandémie. Je ne connais pas le nom de la personne qui a créé Zoom, mais Zoom est augmenté depuis, mais on a un cadre d'imposition pour taxer ces activités transfrontalières faibles. Par exemple, beaucoup de ces organisations ne payent pas beaucoup au niveau des impôts. Mais Google, je pense que son siège en Irlande, mais ils ont quelque chose qu'ils appellent cette sandwich où ils utilisent des moyens qui sont légales, où les impôts passent entre les différents pays, sont touchés des impositions, ensuite disparaissent aux îles Caïmans. C'est
peut-être que Mark Zuckerberg et d'autres de ce monde donnent une partie de leur argent à des fins philanthropiques parce que nous, on ne les impose pas suffisamment au niveau des taxes. C'est une question peut-être difficile à évoquer, mais l'inégalité, oui, suite au Covid, ces augmentations au niveau de l'inégalité vont être importantes. Donc j'avais vu une autre question intéressante sur l'éducation. C'est une chose que je n'avais pas évoquée, mais nous savons que suite à la crise de finances en Asie, que ceux qui quittaient les écoles pendant la crise économique n'ont jamais repris l'éducation et cet impact a eu un impact permanent sur ces individus qui n'ont jamais éduqué comme ils auraient dû, ce qui a son impact sur leur processus, leur avenir d'apprentissage. Ces enfants ont quitté les écoles parce que les parents ne pouvaient plus payer de les envoyer à l'école. Ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter Internet. Ils n'avaient pas accès à Internet. Donc, ils ne pouvaient pas tirer l'avantage des cours en ligne. Dans mon propre pays, par exemple, on est fier d'être plus égal au niveau du système d'éducation. Les enfants qui n'ont pas un accès à Internet, les bibliothèques sont fermées, donc ces enfants ont moins d'opportunités à apprendre lors des pandémies. Sans question. Donc, j'ai répondu à quelques questions là. Là, je vais vous repasser la parole. Très bien, merci Sue. Il y a aussi une question sur cette tendance de travail à domicile va augmenter l'impact de cette disruption technologique sur les emplois et donc augmenter l'inégalité. Mais je vais aussi évoquer d'autres questions citées ici en termes de cette tendance de travailler à domicile. C'est des anecdotes, mais il paraîtrait que beaucoup de personnes et de sociétés trouvent en fait que là où le personnel peut travailler à domicile, ils vont peut-être faire des économies s'ils se débarrassent de leur bureau. Donc, il paraîtrait que cela pourrait avoir des implications pour l'avenir. Et ce qui est clair aussi, c'est que ceux qui peuvent travailler à domicile ont tendance à être plus dans les professions dans les travaux bien payés. Donc cela va sûrement augmenter ou contribuer à une augmentation au niveau des inégalités. Vous pourriez peut-être parler là-dessus aussi. La dernière question, et je pense qu'on va clôturer suite à cela, c'est cette question de collecte de données. Il est difficile, le meilleur des temps, dans les pays à revenus moyens et faibles, mais surtout pendant cette période, il va être vraiment très difficile de collectionner les données pour suivre le progrès vers les ODD. Est-ce que vous avez une idée sur la manière dont cette disruption créée par le Covid va avoir son impact sur le suivi et l'évaluation des ODD? Et comme j'ai dit, on va faire en sorte que ce soit la dernière question, donc je vais repasser la parole à Sue. Oui, très bien. Donc, Attackrit avait posé la question sur le travail à domicile. Oui, je reconnais. On a la chance parce que moi, je peux travailler à domicile. J'ai mon ordinateur, j'ai Zoom. Et oui, puisque je fais un travail au niveau international, dommage de ne pas passer mon temps dans le pays où je travaille parce qu'il n'y a pas de substitut pour faire cela. Mais il y a des implications importantes sur le changement de travail à domicile. Par exemple, je viens de regarder à la télé ce matin que les médecins maintenant font beaucoup plus de consultations virtuelles. Et on peut voir cela comme une bonne tendance pour
ceux qui sont plus faibles et ne veulent pas se déplacer pour aller voir le médecin, ne veulent pas être soumis à l'infection, cette tendance va continuer. Autre chose qui est bonne au niveau du travail à domicile, c'est l'impact sur l'environnement. Comme on sait, les compagnies aériennes sont pour la plupart clouées au sol. Moins de 10% des vols existent en ce moment qui rendent les avantages au niveau de l'environnement. L'environnement avec moins de trajets, plus d'utilisation de vélos dans les villes. À Toronto, ils pensent fermer des rues et augmenter des voies pour les vélos. Ce sera une bonne chose non seulement pour l'environnement, mais aussi peut-être pour l'obésité aussi. Donner aux individus plus de possibilités pour prendre le vélo pour aller au travail, pour ceux qui ont besoin de prendre le vélo pour aller travailler et qui ne veulent pas utiliser les transports en commun. Mais il y aura des implications parce que s'il y a moins de personnes qui travaillent dans les bureaux, cela aura son impact sur le loyer pour les bureaux, comme on voit déjà le décès des centres commerciaux avec le fait d'acheter en ligne. Sachi avait posé la question sur le collecte de données lorsqu'on ne peut pas rencontrer les personnes en face à face. Dans les pays à revenus élevés, c'est moins un problème parce que lorsqu'on peut utiliser des moyens virtuels pour contacter les individus, mais on perd des informations de ceux qui sont les plus vulnérables, surtout ceux qui n'ont pas de domicile, ceux qui n'ont pas de connexion de liaison Internet, et on ne va pas entendre la voix de ceux qui sont les plus âgés ou les plus confus, qui ne peuvent pas utiliser des iPads ou les ordinateurs pour leur connexion. Donc cette question son impact sur ce qu'on va trouver. Cette question, lorsqu'on a parlé de l'impact du Covid avec ceux qui sont chez eux avec des handicaps, c'est une question difficile. Je ne savais pas comment avoir l'approbation de ceux sur Internet, surtout ceux qui n'ont peut-être pas la capacité de donner leur accord, et comment évaluer cela par Internet. Donc, cela a fait survenir beaucoup de questions qu'on doit considérer. Ceci étant dit, je vais remercier tout le monde qui nous a posé ces questions. Ce sont des questions très intéressantes et merci de m'avoir invité à participer dans ce webinaire. C'est à vous, Dai. Très bien. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé, mais aussi surtout Sue d'avoir pris le temps de partager ses aperçus avec nous, mais aussi dire que parmi les choses qui m'ont frappé, je sais que on est tous tristes pendant ce moment-là, mais j'ai été frappé par le fait que lorsqu'on a parlé des questions sur ce qui est peut-être négatif, vous avez donné des réponses positives, oui, mais donc il y a plus d'engagement entre les médecins à distance et ainsi de suite. Donc pour moi, cela était une chose clé de votre contribution, c'est-à-dire considérer le fait que oui, il y a des problèmes importants, des défis, mais aussi ces opportunités, et donc c'était à nous de faire du progrès là et utiliser les opportunités et la manière dont on va plaidoyer envers ces défis. Donc, merci beaucoup pour cette question. Merci tout le monde. Et on a hâte de vous voir lors de notre prochain webinaire. Merci et au revoir.